Depuis l'origine de l'homme, il y a eu des connaissances qui ont maintenu l'énergie sur la planète Terre à travers des sciences qui sont devenues l'apanage d'une élite. Vous nous en avez parlé dans la première partie avec l'Atlantide, dont certains faisaient partie du collège invisible, si on veut. Vous nous l'avez rappelé sur la fin de la conférence qu'actuellement encore, on prépare un collège invisible, un gouvernement invisible. Et ces connaissances qui font partie de cette élite permettent à des gens, dans leur corps physique comme dans leur corps mental, de se maintenir en santé. J'aimerais savoir pour quelle raison on laisse la masse paître dans les champs, alors qu'au bercail, on a la nourriture idéale. Bon. Alors, si on parle des effets ou du pouvoir de la connaissance à l'échelle de la nouvelle évolution, et si on parle des effets de la connaissance ancienne au niveau de l'évolution, les effets sont différemment à proportionner. Dans le passé, lorsque l'homme entrait en contact avec la connaissance, il entrait en contact avec des hommes qui avaient la connaissance, ou il entrait en contact avec des entités sur les plans qui avaient la connaissance. Dans le cas de l'évolution de l'homme, par contradistinction avec l'involution de l'homme, le contact avec l'homme, par le biais du plan supramental, est un contact énergétique. Ce n'est pas un contact psychologique. C'est l'énergie qui passe par le plan supramental, qui alimente le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, qui donne à l'homme une allure sur ces plans-là qui convient avec un état de santé. La relation entre l'homme nouveau, l'homme de demain et l'énergie de l'intelligence, ce n'est pas une relation psychologique comme dans le passé. Tellement que, dans le cas de l'homme nouveau, où l'énergie descend et filtre par le biais de ses principes inférieurs, il n'y a aucune opposition du point de vue de l'intelligence à cette énergie. Ce qui empêche les hommes, la masse, comme vous dites, ceux qui sont à l'extérieur, de recevoir cette énergie, c'est la condition même de leur état émotif et de leur état mental. Vous connaissez le vieil adage où l'on dit on peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. Et cet adage s'applique extrêmement bien à la condition de l'homme nouveau. On peut pas forcer l'homme nouveau, l'énergie ne peut pas forcer l'homme nouveau à être reçu parce que justement, si l'énergie forçait son chemin dans l'homme, il y aurait automatiquement fusion. Et automatiquement, son corps matériel, son corps éthérique double, son corps émotionnel, son corps mental sera altéré. Alors naturellement, il ne sera plus malade. Mais dans le cas de l'homme et ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent vivre ce choc. Alors dans le cas de cette innombrable quantité d'humains sur la Terre, qui ne sont pas sur le plan de l'évolution, par évolution, capable de supporter ce choc dans le mental et dans l'émotif et sur les autres plans, automatiquement, l'énergie ne peut pas faire la connexion. Et
comme elle ne peut pas faire la connexion, l'homme, s'il est moindrement avancé dans l'esprit de son intelligence, non pas dans l'intelligence de son esprit, mais dans l'esprit de son intelligence, il va chercher des moyens ésotériques, occultes, un peu partout répandus dans le monde, des moyens qui ont fait leur preuve, des moyens qui sont bien manipulés par des hommes qui ont une certaine conscience et une certaine sûreté dans l'application de ces moyens, l'acupuncture et tout ce qui existe dans le monde. Alors, automatiquement, il y a des hommes qui peuvent donner à ces êtres un certain soulagement, mais je vais vous donner un exemple. Je connais de ma propre expérience un type, et moi je ne suis pas un homme, même si je connais où j'ai facilement accès à la compréhension des choses que les masses refusent d'accepter. Je connais très bien les conditions qui sont derrière la manipulation de l'énergie. Et je les connais tellement bien, ces conditions, que même si je suis d'accord et je prends conscience qu'il y a dans le monde des sciences de ci, ou des sciences de ça, ou des sciences de ci, ou des sciences de ça, qui peuvent être bénéfiques à l'homme, si j'ai un ami qui a besoin d'être traité, si vous voulez, par ces sciences, j'enverrai cet ami vers cette personne seulement si moi-même j'en ai l'intelligence suffisante. Autrement dit, il faut que moi-même je sois clarifié dans mon intelligence. Autrement dit, que l'intelligence m'informe par télépathie que tel bonhomme a suffisamment le pouvoir vibratoire pour changer une condition qui peut être karmique dans un autre ou qui peut être simplement vibratoire, qui peut être simplement le résultat d'un débalancement des corps. Alors, si moi, par télépathie, je reçois que telle personne A peut aller et traiter un ami à moi B, je vais le faire. Sinon, si je n'ai pas moi-même, personnellement, cette vérification, si je ne le sais pas par télépathie, je ne le ferai pas. Je ne dirai pas, ben pourquoi tu ne vas pas voir un acupuncteur, ou pourquoi tu ne vas pas voir un chiropraticien ou un autre bonhomme. Pour que je dise à un ami, bon, mais va voir tel bonhomme, il faut que moi je sache que tel bonhomme a la vibration, qu'il sera supporté dans sa vibration par les intelligences qui sont sur d'autres plans et qui s'occupent du plan où lui travaille, et à ce moment-là, je relaxe dans le fait que cet ami à moi n'est pas manipulé par des forces qui sont sur d'autres plans, ou qu'il n'est pas utilisé d'une façon impropre, si vous voulez, par un individu qui peut s'avancer comme étant maître de ci ou maître de cela. Moi, il faut que je le sache de moi-même que ce bonhomme-là peut réellement aider cette personne. Mais dans le cas de la personne qui vit le contact avec l'énergie, c'est la relation énergétique avec ses corps qui permettra que cet homme-là soit soutenu dans son énergie. Alors, au niveau de la masse de ces innombrables hommes et femmes qui voudraient bien, ce n'est pas un problème de vouloir, c'est une condition de vie qui permet à ces gens-là d'être assujettis, si vous voulez, à ce choc terrible qui est le contact vibratoire entre la conscience supramentale et le mental et l'émotif de l'homme. Alors, on ne peut pas blâmer les forces de ne pas aider tous les hommes. Au contraire, si les forces pouvaient aider tous les hommes, ce serait une situation absolument merveilleuse sur le globe. D'ailleurs, ça aurait été fait depuis très longtemps. Mais les forces ne peuvent pas aider l'homme sans que l'homme lui-même ait accompli un certain acheminement au cours de l'évolution, qui lui aura permis d'avoir développé un corps émotionnel, un corps mental solide, quitte ensuite à subir ce choc. Et c'est pour ça, ou c'est pourquoi, il y a sur la Terre deux cycles. Il y a le cycle de l'involution, qui part du stage où l'homme a un corps éthérique,
ensuite où l'homme développe le corps astral, et ensuite où l'homme développe le corps mental. Ça, c'est l'involution. C'est la descente de l'homme dans la matière. Et ensuite, il y a l'autre cycle que j'appelle l'évolution, qui coïncide avec la sortie de l'homme de ses principes et de l'utilisation par l'homme de forces que, au cours de l'évolution, il n'avait pas parce qu'il était en voie de préparation pour un jour, au cours de l'évolution, les recevoir. Alors, ces forces ne peuvent pas pénétrer dans l'homme parce que l'homme le désire. Alors, à ce moment-là, il y a sur la terre des hommes, des institutions, des groupes, des sciences qui existent, de tous les acabits qui permettent à l'homme qui a un peu la sensibilité de ces choses d'aller vers ça. Mais encore faut-il cet homme qu'il soit suffisamment alerte pour ne pas être truqué dans une situation qui en réalité est simplement un placebo psychologique pour son esprit. Vous avez le cas des Philippines. Moi, je sais très bien qu'il y a eu aux Philippines des cas réels et je sais très bien qu'il y a eu aux Philippines des cas monstrueux sur le plan d'honnêteté. Il y a eu des cas au Brésil, il y a eu des cas dans tous les pays du monde, mais l'homme est un être naïf. Et quand je dis que l'homme est un être naïf, je dis que l'homme est tellement naïf qu'il n'est même pas capable de réaliser l'invisible. Ça, c'est sur le plan de la naïveté réelle. Mais il y a l'autre stage de la naïveté psychologique de l'homme, où l'homme n'est pas capable de voir à travers l'homme. Alors, si l'homme n'est pas capable de voir à travers l'homme, si l'homme n'est pas capable de voir lorsqu'il se fait mentir, si l'homme n'est pas capable de voir, de savoir, par sa propre intelligence à lui, si tel homme a effectivement le pouvoir de transmettre vers lui des énergies éthériques pour guérir son corps, comment voulez-vous que l'homme puisse faire confiance à des forces qui sont sur d'autres plans, dont il ne connaît pas l'origine, avec lesquelles il n'a pas de communication télépathique claire, avec lesquelles il n'a pas de lien vibratoire sympathique en dehors des lois karmiques, et ainsi de suite. C'est terrible la condition de l'homme. C'est ça que j'appelle l'ignorance. Souvent les gens s'offusquent parce que je dis que l'homme est ignorant, que je dis les hommes de la terre sont ignorants. Et souvent les gens me disent, ou ils vont dire, qu'est-ce qui se prend lui? Et c'est normal. Mais je suis obligé de le dire parce que si je ne le dis pas, qui va le dire? Ce n'est pas l'homme ignorant qui va dire qu'il est ignorant. Autrement dit, je pointe vers l'homme des conditions de vie qui ne sont pas susceptibles d'être approfondies par sa raison, parce que justement, il est en dehors de ce cycle qui permet à l'homme d'aller au-delà de la raison et de comprendre l'impossible comme faisant partie du réel et de réaliser que le possible n'est qu'une manifestation plastique dans la matière des lois de cette intelligence impossible. L'impossible, ça n'existe pas. L'invisible, ça n'existe pas. Ça existe quand tu ne vois pas. Alors l'homme est dans cette condition. Autant il est difficile à l'homme de s'imaginer aujourd'hui que c'est possible de vivre sans pensée, de vivre sans mémoire. Autant il est difficile pour l'homme de s'imaginer que l'impossible est plus réel que le possible, et que le possible est une manifestation, une concrétisation dans le temps de l'impossible. Alors nous n'avons pas, sur le plan matériel, une correcte vision des choses, et nous ne comprenons pas parfaitement la relation entre les forces de l'intelligence qui peuvent donner à l'homme un soutien sur le plan maladif, sur le plan du corps matériel, comme sur le plan du corps émotionnel ou mental, parce que nous ne réalisons pas pour que ces forces descendent dans l'homme, il faut que lui soit ouvert à elles, mais non pas ouvert à elles par désir spirituel, mais ouvert à elles parce que elles ont créé en lui un canal. Et qu'elles ont créé ce canal parce que lui était suffisamment fort dans son roc pour absorber le choc de pénétration de la pointe de cette intelligence. Alors c'est ça la situation de l'homme. Ce n'est pas un problème de désir, ce n'est pas un problème de mise à côté, ce n'est pas que les masses mondiales sont mises à côté, c'est que les masses mondiales font partie
d'une conscience mondiale qui n'est pas individualisée et individualisable. L'homme ne peut pas attendre les siècles à venir pour être bien dans sa peau, pour bien vivre sa vie. Parce que si l'homme attend les siècles à venir, il va attendre longtemps. Pour que l'homme soit bien dans sa peau, il faut qu'il connaisse les lois de l'intelligence et qu'il applique ces lois selon une condition qui lui est présentée par cette intelligence télépathique en lui. S'il est capable de vivre selon cette intelligence et de supporter son aboiement à ses oreilles pendant des années de temps, pendant qu'elle corrige constamment son comportement émotionnel et son comportement mental pour transmuter sa psychologie, sa personnalité, pour le dépersonnaliser et pour le reconstruire dans une personnalité réelle, il est évident que l'homme doit faire partie de la masse, ne peut pas s'identifier à lui-même, ne peut pas reconnaître la dimensionnalité de son être et la multidimensionnalité de son expression. Alors, comment voulez-vous que l'homme entre dans un cycle de vie où les forces sont présentes et où tous les courants de vie peuvent pénétrer ses corps ou ses principes et les alimenter sans que lui n'ait jamais rien à faire? C'est ça la condition de l'homme. Dans les civilisations passées de l'Atlantide, il y a eu des peuples qui ont reçu des connaissances et les ont transmis de père en fils, de mère en fille. Est-ce qu'il serait juste de dire que l'enseignement qui correspond à notre civilisation qui a atteint son apogée et qui disparaîtra bientôt, c'est l'enseignement judéo-chrétien. Les textes des Védas, c'est des textes qui remontent à la nuit des temps, à une autre époque où sur la Terre existait une autre énergie, ou la même énergie, mais dans un autre temps où l'homme était à la 4e race. À la 5e race, c'est l'enseignement judéo-chrétien. Est-il exact? Chaque race reçoit l'enseignement dont il a de besoin pour évoluer. Chaque race qui vient après elle considère la race ancienne comme étant la source de tout enseignement. C'est le problème de l'enseignement ancien. Les hommes ne comprennent pas que dans le passé, puisque l'homme était en évolution, puisque l'homme n'avait pas faculté télépathique avec l'intelligence, qu'il était obligé soit de passer par la conscience astrale, ou soit qu'il était obligé de passer par le système des vertus des civilisations et des cultures, comme dans le cas de la judéo-chrétienté, l'homme ne réalise pas qu'il était amené petit à petit au cours des siècles à suivre une route parce que lui-même était trop barbare, parce que lui-même n'était pas suffisamment évolué pour vivre la vie selon les lois de la vie. Alors, naturellement, il devait être donné à l'homme pour construire finalement une civilisation, une société, des règles qui ont duré pendant un certain nombre d'années, de siècles, mais ces règles, à un certain moment donné, perdent leur souffle. Ces règles, à un certain moment, dans toutes les civilisations, ne sont plus égales à la hauteur de l'esprit de l'homme. Elles font partie du musée historique de la pensée. Elles font partie du musée historique de l'émotion humaine. Et l'homme qui entre dans un cycle où la condition suprême de cette évolution, c'est le contact télépathique entre l'homme et des intelligences qui sont parfaites, il est normal que, vu cette nouvelle évolution, tout ce qui est venu dans le passé, qui a été nécessaire à l'homme, qui a servi à la construction de la mémoire de la civilisation que nous appelons une culture, il est normal que l'homme qui regarde ces anciennes valeurs les reconnaisse pour ce qu'elles ont fait de bon, mais puisse aussi les reconnaître pour ce qu'elles ne puissent plus leur donner. Je vais vous donner un exemple. Regardons le phénomène de la tolérance. Il est demandé dans les religions, dans les systèmes philosophiques, d'être tolérant. Alors, c'est une vertu, être tolérant. Il est demandé dans les systèmes de ne pas succomber à l'intolérance, parce que c'est son opposé. Mais les systèmes n'ont jamais étudié la vertu de l'intolérance et l'absence de vertu de la tolérance. Parce que les systèmes fonctionnaient d'une façon intellectuelle. Les systèmes ne sont pas capables de faire de synthèse.
Je vous donne un exemple. Vous avez un type qui est très tolérant. De tempérament, il est tolérant. Vous lui faites une gaffe, il est tolérant. Il est tolérant, il est tolérant. Les chrétiens et les martyrs ont été des êtres extrêmement tolérants. Pourquoi ils ont été tolérants? Vous allez dire pour leur foi. Moi, je vais vous dire qu'ils ont été tolérants parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'intelligence et de volonté pour abolir les conditions de domination qui leur étaient imposées par des brutes. Vous avez le cas opposé de l'homme qui est intolérant. Pourquoi il est intolérant? Non pas parce qu'il manque de tolérance, mais parce qu'il a suffisamment de vanité dans son esprit pour s'asseoir en juge devant une situation et s'imaginer que son comportement envers cette situation est plus intelligent que celui de l'autre. Autrement dit, il manque encore d'intelligence. Et dans les deux cas, que l'homme soit tolérant ou qu'il soit intolérant, quand je parle de tolérant à outrance, là, je ne parle pas de la belle tolérance. Je parle de la tolérance à outrance, qui enlève à l'homme l'intelligence et la volonté, et je parle de l'intolérance qui enlève à l'homme l'humilité naturelle de son esprit, autrement dit l'intelligence, parce que l'intelligence naturelle de l'homme c'est humble, qui enlève à l'homme ceci pour le remplir de vanité. Dans les deux cas, l'homme retarde son évolution. Parce que sur le plan personnel de la tolérance à outrance, il va perdre la capacité de développer en lui une résistance émotive et mentale aux basses vibrations dans l'éther de l'action qui occupe son attention. Dans le cas de l'intolérance, il va être suffisamment vaniteux dans son esprit pour ne pas pouvoir voir que l'autre homme est sur sa route pour sa propre évolution. Alors dans les deux cas, qu'il soit tolérant à outrance ou intolérant, l'homme est perdant. Pour que l'homme devienne gagnant dans la vie, il faut qu'il soit dans l'intelligence de la vie. Mais l'intelligence de la vie, c'est le résultat du contact télépathique entre lui et l'intelligence universelle qui lui dit, dans ce cas, tu es tolérant, dans ce cas, tu ne peux pas être tolérant. Dans ce cas, il y a une situation qui demande un choc vibratoire, paf! Alors là, tu altères, tu corriges la situation qui aurait naturellement demandé de l'intolérance de la part de la personne inconsciente. Dans le cas de la tolérance, où le type serait tolérant à outrance, l'intelligence va dire, tu ne peux pas être tolérant dans ce cas-ci, parce que si tu es tolérant, tu seras dominé par l'effort, et toi, tu appauvriras ta vie. Et toutes les vertus de la judéo-chrétienté sont polarisées. La charité, tout est polarisé. Moi, si je marche sur la rue et que je rencontre un pauvre type qui est manchot, je demande dans mon intelligence, est-ce que je lui donne quelque chose? On me dit non, il y en a assez pour la journée. Je continue mon chemin. Mais s'il y a quelqu'un là qui regarde Bernard de Montréal qui passe devant un manchot sans lui donner de l'argent, il va dire, il n'est pas charitable, Bernard de Montréal. Ça, c'est son problème à lui, pas à moi. Tu comprends? Alors, dans toute action de l'homme, il ne doit pas y avoir de polarité. Mais c'était normal dans le passé qu'il y eut polarité parce que dans le passé, l'homme ne pouvait pas être dans son intelligence. L'homme ne pouvait pas être capable de par lui-même de voir le côté de la tolérance et le côté de l'intolérance, de voir le côté de la charité et de voir le côté de l'absence de charité. Parce qu'il aurait automatiquement souffert dans son émotion. Et tous les hommes se rappelleront que lorsqu'ils passent devant un manchot et qu'ils ne donnent pas quelque chose, ils se sentent mal. Pourquoi ils se sentent mal? Parce qu'il y a une vibration astrale dans l'émotion qui les fait vibrer, et ceci crée en eux de la culpabilité. Et qu'est-ce que ça fait de la culpabilité? Ça cancérise l'homme, ça crée de l'érosion dans son mental, ça diminue son intelligence, ça diminue sa volonté, et l'homme, lorsqu'il n'a plus de volonté, et qu'il n'a plus d'intelligence, c'est à ce moment-là qu'il est assujetti aux forces astrales, et qu'il perd automatiquement le pouvoir de son esprit, et qu'il éventuellement devient soit extrêmement tolérant, ou extrêmement intolérant. Et toutes les vertus sont ainsi. Toutes les vertus sont polarisées. Et l'homme doit faire un jour la synthèse des vertus. Il doit faire la synthèse du bien et du mal. La preuve, il y a dans certaines nations des actions qui sont considérées comme bien, dans d'autres ils sont considérés comme mal. Dans d'autres ils sont considérés comme mal, dans d'autres ils sont considérés comme bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une relativité dans la valeur des actions. Et pourtant c'est la même action. Seule l'intelligence synthétique du supramental peut neutraliser le bien et le mal et permettre à l'individu d'agir en fonction du bien et du mal, non pas pour qu'il commette une action qui soit bien ou qui soit mal, mais qu'il commette une action qui soit intelligente, en fonction d'un bien qui doit être vécu ou d'un mal qui doit être bien compris.
Et nous vivons constamment notre vie à l'intérieur d'une polarité, et ça, c'est l'histoire d'une évolution, et c'est pourquoi aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, qu'est-ce qui se produit? Avec l'évolution un peu plus rapide de la psychologie moderne, les masses, les individus, les gens, les universitaires, les gens qui étudient les philosophies, et ainsi de suite, qui se réveillent un peu plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent le dos contre la tolérance à outrance, et automatiquement, ils deviennent intolérants parce qu'ils commettent le péché que leurs aïeuls n'ont pas pu commettre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont supportés par une sorte de fausse individualité que leurs aïeux ne pouvaient pas vivre parce qu'ils auraient été mis au cachot. Lorsque l'homme de demain, l'homme intelligent, dans son intelligence, aura réorganisé son mental, aura revu ses possibilités vis-à-vis de la dualité des choses, à ce moment-là, il ne sera plus intolérant comme celui qui vient à la fin du siècle, il ne sera plus tolérant à outrance comme celui qui a marqué l'époque ancienne, il sera intelligent. Il sera dans son intelligence et automatiquement ne souffrira plus dans son émotion de la qualité de son action, et c'est à partir de ce moment-là que les vertus n'existeront plus sur la terre, qu'il y aura simplement de l'intelligence créative et de la volonté. Il y a une autre attitude des gens actuellement, c'est d'être perplexe, de ne pas se prononcer, de ne pas être responsable, d'éviter les responsabilités, l'anonymat, c'est toujours l'autre et puis c'est jamais soi. Mais c'est normal, comprenez-vous? Pourquoi les gens sont perplexes? Pourquoi les gens n'osent pas avancer? Pourquoi? Parce que les gens, d'abord, ne sont pas suffisamment dans leur intelligence. Si les gens étaient 100% dans leur intelligence, ils avanceraient parce que l'intelligence, ça pousse. Bon, j'ai une question posée à Bernard de Montréal. Dans les milieux ésotériques actuellement, on entend parler de Maitreya, dit le Christ, qui se promène un peu partout sur la planète, et puis on attend un jour ou l'autre un message qui va nous dire « il est peut-être là-bas, allez voir », et puis 2 jours peut-être plus tard, on nous dira « non, il est peut-être aussi là-bas, allez-y voir ». Ça me rappelle les textes ésotériques qui l'annonçaient aussi pour l'Apocalypse. Et vous nous parlez aussi d'un gouvernement invisible. Alors, Maitreya, ça c'est l'école ésotérique très ancienne, qui remonte au Veda, qui remonte à Shambhala. Christ, c'est notre école ésotérique plus moderne, judéo-chrétienne, mais que ce soit Maitreya ou Christ, ça fait partie des gouverneurs de l'invisible, dans la notion ésotérique fondamentale. Alors on est perplexe, et Bernard qui est branché sur l'intelligence, on va être tolérant ou intolérant, et puis où est-ce qu'on va se brancher dans cette perplexité-là? Être perplexe, ça fait partie de votre condition, ça fait partie de la nature même de vos émotions et de votre mental. Que vous attendiez pour Maitreya ou que vous n'attendiez pas, ça ne va rien empêcher à l'évolution du plan. Que Maitreya soit compris par vous comme étant tel qu'il est prononcé ou tel qu'il est annoncé dans les journaux, ça fait partie de votre expérience. Que Maitreya ne soit pas ce qu'il est annoncé dans les journaux et qu'il soit autre chose parce que les voiles sont toujours lourds sur l'esprit de l'homme, ça fait aussi partie de votre expérience. Maitreya, la condition de Maitreya, la condition mondiale de Maitreya ne sera pas révélée à l'homme selon les lois du désir de l'homme. La condition de Maitreya peut être très très facilement amenée à l'homme pour le préparer sur le plan astral, sur le plan spirituel, à changer constamment de vibration. Je vous ai déjà dit que les forces invisibles, les gouvernements invisibles travaillent à différentes échelles et que les hommes, tant qu'ils ne seront pas suffisamment dans leur intelligence réelle, ne pourront pas comprendre les apports de ces lois aux conditions d'involution et d'évolution prochaine de l'homme. Alors, que Maitreya vienne dans les conditions qui sont projetées ou qu'il ne vienne pas, ceci fait partie de l'expérience de l'homme. Celui qui croit extrêmement que Maitreya sera à la télévision au mois de juin, bon, effectivement, si Maitreya est à la télé au mois de juin, il sera rempli de joie. Si celui qui croit que Maitreya sera à la télé au mois de juin, et qu'il s'aperçoit un jour que ce n'était pas le vrai Maitreya, il sera rempli de peine. Mais il aura vécu une expérience. Et si Maitreya n'est pas à la télévision au mois de juin parce qu'il a décidé de ne pas venir encore vers l'homme, parce que ce n'est pas le temps, et qu'il a dicté par le truchement de tous les canaux universels que s'acheminent de plus en plus dans la conscience humaine des événements que l'homme ne peut pas encore comprendre, ça fait encore partie de la conscience de l'homme. C'est pour ça que je dis, l'homme est constamment enculé.
Pourquoi il est enculé? Non pas parce que l'humanité n'est pas aimée, non pas parce que Maitreya n'aime pas l'homme, mais parce que ce n'est pas les affaires de l'homme. Quand est-ce que Maitreya vient? C'est les affaires de Maitreya. Alors, s'il fallait laisser à l'homme la disposition des lois, ce serait la bagarre. L'homme ne peut pas décider des événements cosmiques, l'homme ne peut pas décider des lois universelles, l'homme ne peut pas décider du calendrier de l'évolution. L'homme le subit, et il le subira tant qu'il ne sera pas dans son intelligence. Et quand Maitreya viendra, ils se rencontreront, prendront un petit café. C'est ça que l'homme doit apprendre. Et tant que l'homme attend après Maitreya, il risque d'attendre longtemps, parce que Maitreya, c'est un fin joueur. Beaucoup plus que l'homme s'imagine. Beaucoup plus que l'homme s'imagine. D'ailleurs, les hommes ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, Maitreya. Même pas les anciens le savaient. Alors, il y a un voile sur la conscience cosmique de Maitreya, il y a un voile sur l'identité de Maitreya, il y a un voile sur la nature du corps éthérique de Maitreya, il y a un voile sur son statut universel, mondial, sur sa fonction entre l'homme et les extraterrestres. Il y a un voile. Maitreya, c'est un mot qui symboliquement altère la conscience humaine au niveau de la masse, qui crée des pulsations spirituelles dans l'individu, mais ça fait partie de l'évolution. L'homme qui est dans l'évolution, l'homme qui est dans l'intelligence universelle, n'attend pas après Maitreya. C'est une perte de temps. Lorsqu'il viendra, il viendra. Et il le sait, et il le sait, et il le sait. Et quand tu sais quelque chose, tu n'attends pas après ce que tu sais. Est-ce que ça veut dire qu'on va se tenir les bras croisés puis qu'on va attendre que les... L'homme va se faire enculer pendant des années encore, pas fini, ça commence. On va se faire regarder depuis 20 ans, 50 ans, 40 ans, 200 ans, 300 ans, 1000 ans. L'homme se fait constamment enculer, c'est la loi de la vie. Parce que l'homme n'est pas dans la vie, il est dans l'existence. Pourquoi? Parce que l'homme croit. Je l'ai déjà dit, arrêtez donc de croire. C'est une des vertus théologales, la foi. La foi, c'est une vertu théologique qui était bonne dans le temps où l'homme n'était pas capable de par lui-même être dans son intelligence. Mais lorsque l'homme est capable d'être par lui-même dans son intelligence à cause de la communication télépathique avec les plans universels, il n'y a plus besoin de croire. Il sait. C'est final. Mais ce qu'il sait ne convient pas à celui qui croit. C'est très bon que les hommes croient lorsqu'ils ont besoin de croire, mais vient un temps où l'homme n'a plus besoin de croire. Il est dépassé ce stage. Ça fait partie de l'évolution. C'était bon dans le passé, demain ce sera futile. Ben, c'est une vertu comme la tolérance. C'est pas une vertu, croire, non. C'est une faculté. C'est pas une vertu. La foi, c'est une des trois vertus théologales. La foi, l'espérance. La foi, c'est une vertu, mais croire, c'est pas une vertu. Croire, c'est une croyance. Il y a une différence entre la foi et une croyance. Ajustez vos mots. La foi, c'est une attitude de l'esprit basée sur le fondement psychologique de l'homme vis-à-vis ce qui lui a été donné au niveau de la mémoire pour remplir son émotivité de sécurité. La croyance, c'est une projection dans l'esprit de l'homme par des hommes visant à sécuriser l'homme psychologiquement pour créer des églises. Comprenez les mots? C'est important les mots. Alors, il y en a qui disent que Maitreya et le Christ, c'est la même entité. Maitreya et le Christ fait partie de la même conscience universelle, oui. Mais il faut faire attention, parce qu'il y en a qui vont dire, bon, Maitreya c'est le Christ, mais le Christ c'est Maitreya. Mais qu'est-ce que ça veut dire le Christ? Le Christ, c'est pas le petit bonhomme qui est venu à Nazareth. Le petit bonhomme qui était à Nazareth, le Nazaréen, c'était un homme, c'était une forme. Mais la conscience, l'esprit derrière ceci, c'est ça qui est la force. Alors la force qui sera dans cette forme, qu'on appellera Maitreya, ce sera la même force, elle fera partie de la même domination. Ce que l'homme doit, surtout dans les années qui viennent, les années 80-90, parce que l'eau commence à chauffer, ce que l'homme doit apprendre une fois pour toutes, et je vais le dire tant que je vais parler en public, l'homme doit apprendre à regarder, à écouter, à entendre, mais à ne jamais croire. L'homme n'a plus besoin de croire. Il peut regarder, entendre, écouter, et il voit ce qu'il passe, et avec le temps, il se désengage de tous les cris qui viennent des quatre coins du monde. Il y a des Christ aujourd'hui au Brésil, il y a des Christ en Arabie, il y a des Christ tout partout. C'est un Christ de monde. Alors, quand Maitreya se fera reconnaître sur la terre, il se fera reconnaître d'une façon qui n'est pas conçue par l'homme, qui n'est pas vécue dans l'esprit de l'homme comme il le voit.
Je vous assure, moi, qu'en juin, Maitreya ne sera pas sur le plan matériel, tel que l'homme le voit et tel qu'il est annoncé dans les journaux. Je vous l'assure. Mais je ne vous assure rien. Je vous l'assure. Autrement dit, je vous dis ma position, mais je ne vous assure rien, c'est-à-dire, ne me prenez pas comme béquille. Et à ce moment-là, à partir de juin, vous commencerez à comprendre ce que je veux dire. Et quand vous aurez compris ce que je veux dire, à ce moment-là, vous commencerez à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Maitreya. Je vous en parlerai après juin. Les lois de la vie ne sont pas sous le contrôle psychologique de l'homme. L'homme est un outil aux forces de vie et ça sert. Jusqu'au moment où l'homme cesse d'être un outil aux forces de vie. L'homme ne doit pas être un outil aux forces de vie. C'est une conception antique, ça. C'est une conception spirituelle, parce que l'homme devait être dominé pour être amené petit à petit à des pâturages un peu moins sombres. L'homme ne doit pas être un outil des forces de vie. L'homme doit un jour maîtriser, être maître de la vie, et ceci se passera après le cycle. C'est fini. C'est pour ça que je dis que l'homme doit apprendre à comprendre une chose, qu'il est extrêmement important dans l'équilibre des forces universelles et qu'il devient de plus en plus important lorsqu'il commence à comprendre le trucage, le jeu d'esprit, le jeu de l'esprit sur l'esprit de l'homme. C'est à partir de ce moment-là qu'il se libère du karma, qu'il se libère de la mémoire, qu'il se libère de toutes les impressions créées dans son esprit inférieur pour se servir de lui au niveau de la civilisation et qui l'empêche de s'individualiser, de découvrir son identité, de pouvoir se servir des forces de l'âme et un jour, s'il le désire, de transmuter son corps matériel. Nous sommes à l'aube de l'intelligence. Nous sommes à l'aube de l'intelligence. À l'aube. L'intellect, c'est pas de l'intelligence. Ce que l'homme connaît aujourd'hui, ce n'est pas de l'intelligence. C'est le développement, c'est le perfectionnement de la mémoire. L'intellect, c'est le perfectionnement de la mémoire. Ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est un principe. Ça n'appartient pas à l'homme. Ça coule dans l'homme. L'intellect fait partie de l'homme. L'intelligence ne fait pas partie de l'homme. Elle est universelle. Lorsque l'homme sera dans cette intelligence, il sera cosmique. J'aimerais savoir l'opinion de Bernard sur un bonhomme qui a fait beaucoup de pièces musicales qu'on a appelées Mozart, et sa dernière composition s'est appelée effectivement la symphonie Jupiter. Et les mélomanes, les chercheurs ont essayé à savoir d'où ça y était venu l'idée d'appeler ça Jupiter. On l'a jamais su pourquoi Mozart, dans sa dernière composition, ça s'est intitulé la symphonie jupitérienne. Et vous nous avez parlé tantôt des forces jupitériennes qui venaient. Alors, c'est de l'intelligence qui passe par des cerveaux humains, qui se manifeste en musique, qui se manifeste en intellectuel, en scientifique, en tout ça. C'est ça, ce sont ça. C'est quoi le channel? C'est quoi le numéro de téléphone? C'est quoi le canal? C'est quoi? J'essaie d'utiliser les termes de Bernard, ça passe pas. Le channel, le canal, le tuning. Pour vraiment, là, se dire, OK, on manque de phosphate dans le corps, on manque de calcium, on manque de ci ou de ça, ou ben donc, on est déséquilibré psychiquement, ça veut dire qu'avec telle notion, on va se replomber vibratoirement. On est un radio, vous nous avez déjà dit. Il faut mettre les transistors en bonne position, il faut avoir un radio de dernier cri, autant que possible, pas des radios à lampe. Autrement dit, il faut être de bonne incarnation. Ça fait partie de l'évolution. Les hommes qui sont sur la Terre aujourd'hui, qui doivent développer la conscience supramentale, ils ne peuvent pas ne pas la développer, ça fait partie de leur évolution. Est-ce que c'est par eux ou c'est par en haut que ça va se faire le contact? Si c'est par eux ou par en haut? Le gars qui veut, ça se peut-tu? Le gars qui veut, ça fait partie du fait qu'eux autres veulent qu'ils veulent. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Donc ça vient toujours d'en haut pour commencer. Tout vient en haut, jusqu'à temps qu'il y ait équilibre entre le haut et le bas. L'homme, nous parlions des Atlantes et de la race indo-européenne après des rishis et aujourd'hui. Les Atlantes se servaient du corps astral pour aller parler avec les intelligences sur les autres plans. Ils revenaient le jour et travaillaient. La race indo-européenne a commencé à développer la faculté télépathique mentale, mais inconsciente. Le phénomène de pensée que nous pensons, le phénomène de pensée,
l'histoire de penser qu'on pense. C'est un phénomène télépathique avec eux. Mais c'est tellement mal ajusté que nous ne recevons pas eux, nous recevons d'autres entités sur d'autres plans. C'est ce qui brouille notre intelligence. Demain, avec l'évolution, l'homme vivra le phénomène télépathique au niveau du supramental, au lieu de le vivre au niveau du mental inférieur. La pensée humaine subjective, c'est un phénomène de télépathie, mais un phénomène de télépathie tellement incorrect, impropre, que l'intelligence pure ne passe pas. Alors vous avez ce que nous appelons l'intellect. Lorsque ceci sera réorganisé et que l'homme vivra au niveau de la conscience du contact télépathique avec le supramental, à ce moment-là, la communication sera précise. Mais ce n'est pas l'homme qui peut faire quelque chose. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ceux qui sont prêts à cette évolution la vivront, cette expérience. On remarque dans l'évolution psychologique d'un enfant que lorsque l'enfant se tient dans un milieu d'adultes, parce qu'il n'y a pas de frères et de sœurs, puis qui est avec des parents, puis de la parenté qui sont adultes, que l'enfant développe très rapidement, même s'il y a encore un jeune âge, des comportements, des raisonnements, des prises de conscience que les autres ne peuvent pas développer. Ce que je veux dire, c'est que les intelligences d'en haut, s'ils voulaient, ils pourraient nous placer dans des conditions pour accélérer, sans nous nuire, pas plus que ça peut nuire à l'enfant de vivre dans un milieu d'adultes et de découvrir autour de lui. Nous bloquons constamment l'évolution des enfants. Le contact avec les intelligences se fait vers l'âge de 7 ans. Le contact normal. C'est un âge pas mal près. Et ensuite, nous déformons ce contact. Vous avez un enfant qui dit « Ah, je parle avec mon petit ami ». Le père lui donne une taloche sur la tête, lui dit « Qu'est-ce que tu déconnes ?» Ensuite, vous avez un enfant qui dit « Ah, je vois un petit quelqu'un là, au plafond, là. » Là, la mère qui lui donne une tape sur les fesses. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec l'éducation, et ainsi de suite, l'enfant s'oriente psychologiquement en fonction de ce qu'il apprend sur le plan symbolique, et il perd conscience de ceci. Si les parents étaient conscients de ceci, de cette relation avec les plans où il y a télépathie, et qu'ils entendaient l'enfant dire « Bon, ben, je parle avec mon petit ami », au lieu de dire qu'il est capoté, à ce moment-là, l'enfant pourrait grandir et ajuster son radio. C'est ça. Ça serait l'influence psychologique. Maintenant, j'en reviens à l'influence matérielle, physique, concrète. Dans l'acupuncture, on connaît des méridiens, on connaît les techniques qui rétablissent les champs d'énergie du corps physique. Autrement dit, le radio, on le tune. Il y a des techniques, il y a des cristaux qui existent, il y a l'utilisation, il y a l'absorption de certains produits dits naturels qui aideraient l'être humain à faire un pas en avant, à ne plus avoir des nuits où il part dans les limbes, ou à ne plus avoir le goût de retrouver l'astral par la drogue, mais il y a des techniques et il y a des objets. Je parle pas de magie noire ou de magie blanche, je parle de choses qui ground la personne, ça fait partie de la nouvelle science. Puis il existe des organismes où on touche avec des appareils les preuves de ce que j'avance présentement. En acupuncture, 3 aiguilles à certains endroits vont permettre à la personne d'arriver à un plan de conscience que par des produits chimiques, on le ferait faire. Alors, ces techniques, d'ailleurs qu'on a connues il y a très très longtemps sur la Terre. Ces techniques qui affectent ces techniques qui passent par le biais du corps éthérique et qui balancent le corps émotionnel et le corps mental, sont des techniques qui s'occupent de la partie inférieure de l'homme. Ces techniques ne peuvent pas établir la communication télépathique entre l'homme et le supramental. Le supramental, la conscience supramentale, c'est un champ de force créé par les intelligences en transmutant la nature du corps émotionnel et du corps mental inférieur de l'homme. Alors, les techniques que nous avons, les techniques ésotériques, s'occupent des plans inférieurs de l'homme pour lui donner un bien-être, en passant par le corps vital, et ainsi de suite, ce qui affecte le corps émotionnel ou le corps mental. Mais ces techniques-là ne peuvent pas établir de contact ou permettre qu'il y ait un contact entre l'homme et la conscience supramentale, puisque la conscience supramentale n'est pas contrôlée par l'homme. Elle est contrôlée, elle fait partie de la descente de l'énergie vers la matière. L'homme peut chercher, peut faire tout ce qu'il veut, peut aller chercher dans tous les coins du monde des techniques pour
entrer dans son intelligence. Il n'y parviendra jamais parce que l'intelligence universelle n'appartient pas à l'homme. C'est une énergie qui descend en lui lorsque lui, au niveau de ses principes, il est bien balancé. Il y a une loi qui dit « frappez et on vous ouvrira ». Frapper et on vous ouvrira, ça veut dire si vous frappez, il y a en vous déjà le fait que vous êtes sensibilisé à la réalité qu'on vous ouvrira. Mais on vous ouvrira quand on voudra, en baptisant. Non, mais donné, à force de frapper, on peut Ah tellement ouais, agacer. vous pouvez frapper pendant 1 vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, mais on vous ouvrira quand on voudra, quand vous serez prête. Les grands sages qui arrivent à l'illumination ont souvent suivi des techniques pendant de Les nombreuses sages années. qui sont arrivés à l'illumination, les sages qui sont arrivés à l'illumination sont des hommes qui n'ont pas fini leur évolution et qui doivent encore apprendre par l'expérience. L'illumination, le samadhi hindou, les états de conscience hindous où l'homme visionne la lumière, ce sont des états astro-supérieurs. Et l'homme réalisera un jour que la lumière est une illusion. Et lorsqu'il réalisera que la lumière est une illusion, il verra que les intelligences créent de la lumière pour empêcher l'homme de passer du plan astral au plan mental supérieur. C'est encore un jeu. Jésus, pour devenir Christ, a passé 40 jours dans le désert. Encore une technique, le jeûne et se retirer. Moi, ce que je vais arriver à dire tout simplement à Bernard, puis je voudrais l'entendre dire de Bernard, s'il veut bien le dire, c'est que c'est à la portée de tous, puis il faut frapper pour qu'on se fasse ouvrir. Tous les gens frappent. Il y en a qui se frappent tellement qu'ils ont un point bleu. L'homme se frappe depuis des siècles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous essayez de me faire dire que si l'homme Si on assiste fait du jogging spirituel au bout, il va arriver à la conscience supramentale. Et moi, je vous dis que non, parce que c'est impossible, parce que la conscience supramentale est... Bon, je vais retrancher, moi, ce que je dis là, et je vais prendre un homme qui est connu dans le monde, de par ses travaux, et que je considère correct dans sa façon de voir un aspect des choses. Prenons Aurobindo. Aurobindo, quand il a parlé du yoga intégral, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas à l'homme de développer par en bas le pouvoir du Kundalini. C'est à l'énergie d'ouvrir les centres de l'homme. Il avait entièrement raison. Et c'est lui qui a prophétisé sur la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Et en ce qui concerne tout le reste, tout le panoplie extraordinaire des expériences humaines, tout ceci fait partie de la condition subjective de l'homme spirituel qui cherche et qui frappe à la porte et qui en a les points bleus. Et un jour, lorsque le temps sera venu, quand ce sera le temps, son temps à lui, à ce moment-là, l'homme, la connexion se fera. Mais l'homme se sera tellement meurtri les points qu'il aura sensibilisé ses corps, et à ce moment-là, l'énergie pourra passer. Alors, la fonction de se rendre les points bleus, c'est quoi? C'est de se préparer vibratoirement à l'énergie. Mais l'énergie, elle descend dans son temps. L'homme ne peut pas forcer les ajusteurs de pensée à entrer dans son intelligence sur le plan télépathique. C'est impossible. Parce que ces forces-là ne peuvent pas être conditionnées par l'ego de l'homme, parce que l'homme découvrira un jour que son ego est un aspect télépathique de l'intelligence universelle, non ajusté, de sorte que l'intelligence qu'il vit sur le plan humain est constamment en rejet de la perfection de cette intelligence. L'homme refuse, rejette, non pas parce qu'il veut le rejeter, mais vibratoirement, l'homme rejette constamment l'énergie, la vibration de cette intelligence qui veut passer en lui. Ça, c'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de l'homme. La preuve, il y a eu des initiations. Vous savez un peu qu'est-ce que c'est des initiations, vous avez lu des livres. Quels sont les hommes qui sont prêts à passer une initiation astrale durant la période égyptienne, durant la période babylonienne? Hein? Très peu. Pourquoi? Parce que c'était extrêmement pénible. Pourquoi? Parce que ça forçait l'individu à faire face à la mort psychologique de son esprit, pour retrouver la vie sur un autre plan. Et ça, c'est en vertu des initiations qui ont été données à l'homme par des hommes.
Alors, l'homme de demain devra vivre une initiation non pas donnée par des hommes, mais qui résultera de la pénétration de cette énergie sur ses principes inférieurs, et c'est ce que j'appelle l'initiation solaire. Et lorsque l'homme vit cette initiation solaire, il ne peut plus retourner en arrière, il ne peut plus l'arrêter, cette initiation, il ne peut plus se couper d'elle, parce que c'est le temps que la porte s'ouvre. C'est comme ça. Alors, en attendant, vous pouvez me harceler tant que vous voulez pour que je vous dise que manger des bines jaunes, ça aide telle chose, et manger des raisins et du yoga en même temps, ça fait telle chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis que ça fait partie de la recherche de l'homme, ça fait partie de son expérience, ça le prépare émotivement et mentalement à réaliser qu'il y a quelque chose en dehors de son ego, en dehors de son point de vue, et que tout ceci est simplement mis en lui pour l'amener sur le plan vibratoire de son émotionnel et de son mental à être réceptif à des énergies qui sont autres, mais dont lui ne connaît pas le but, le temps ni la raison, et qu'il connaîtra le but, le temps et la raison lorsque ça se fera. Et lorsque ça se fera, il sera trop tard pour cet homme d'appartenir à la 5e race. Il sera obligé d'être et d'emboîter le pas avec ceux qui sont déjà dans la 6e. Mais mon approche était de dire, il faut prendre les moyens pour avoir la réponse. Il faut avoir Je sympathise avec vous. Parce Je sympathise avec l'idée de prendre des moyens, je sympathise avec l'idée, je suis content que vous preniez les moyens, je suis content que tous les hommes de la Terre prennent tous les moyens, je suis content que tous les hommes de la Terre attendent après Maitreya, je suis content, c'est fantastique que tous les gens prennent les moyens, mais je vous dis que lorsque le temps sera venu pour l'homme, ça se fera d'une façon individuelle, un homme, et non une collectivité. L'âge nouveau, l'homme nouveau, c'est un individu qui a découvert son identité par relation télépathique mentale supérieure avec l'intelligence universelle pour dépersonnaliser son ancienne personnalité, lui redonner une nouvelle personnalité et continuer constamment jusque dans des temps futurs à la transmutation de ses principes. Mais c'est comme Noé, à condition qu'il se soit mis dans des conditions de recevoir. Noé s'est pas mis dans les conditions de recevoir. Noé a été pris les culottes à terre. Noé est Noé. Noé, c'était un homme de haute évolution par rapport à ce temps. Noé, aujourd'hui, il ferait pas vieux os. Mais dans ce temps-là, Noé, c'était un homme qui avait atteint un niveau d'évolution suffisamment élevé pour pouvoir recevoir par télépathie des commandements. Alors, on lui a dit quoi faire, il a fait ce qu'il a fait, et automatiquement, il s'est sauvé des eaux. C'est la même chose avec l'homme moderne, mais dans le temps de la communication. Noé n'a pas bâti son arche avant qu'il lui fût commandé de le faire. Il a bâti son arche quand il lui fut commandé de le faire. Et l'homme construira son arche quand il lui sera éveillé dans l'esprit comment le faire. Mais Noé a été choisi parce que lui s'était mis dans la condition d'être un juste. Et il avait vécu en tant que juste. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire être juste? Noé venait d'une autre planète. Noé, c'était un être en évolution supérieure, c'était un homme qui était au-dessus des hommes. C'était un homme qui avait un Sony au lieu d'avoir un RCA Victor. C'était ça, Noé. On a toujours les justes, puis les pas justes, puis les spiritueux, puis les spirituels. Ce sont des mots. Noé, c'était un homme qui venait d'une autre planète, qui avait un cerveau qui répondait à une fréquence qui ne répond que les hommes en général n'ont pas. C'était ça, Noé. Les prophètes, tous ces hommes, c'est la même chose. Ils ont des radios qui sont faits différemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont une évolution plus avancée. C'est pour ça que, à la fin du cycle, il y aura un petit nombre d'hommes sur la Terre venant de différentes nations qui pourront passer d'un stage d'évolution à un autre. Les autres seront obligés de périr. C'est normal. Nous avons des sentiments. Nous sommes faits de sentiments. Est-ce que Bernard vient d'une autre planète? Moi, je viens de Montréal. Je viens de Montréal et je vis dans le Nord. Tous les hommes sont comiques. C'est comique, l'homme. Tout beau. C'est comique, l'homme. C'est qu'il y a deux attitudes devant ce que j'entends de Bernard. Ben, il y a l'attitude, est-ce que je peux prendre 30 secondes pour le dire? Il y a l'attitude de celui qui va suivre Bernard et qui dit, dans ce qu'on entend de Bernard,
laisse-toi faire, un bon jour, on te choisira peut-être, tu vas être frappé de la lumière. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Une des deux attitudes. Et l'autre attitude, c'est celle que moi j'essaie de dire, placez-vous dans des conditions pour être frappé par la lumière. Parce que Bernard, pour avoir été ce qu'il est aujourd'hui, il a... J'ai jamais rien fait. C'est pas le temps de parler. On le dira. Veux-tu que je le dise? Non. Ça, je comprends, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je n'ai jamais rien fait. Sauf de lire beaucoup. Oh, mais je suis allé à l'école comme tout le monde. C'est normal, il faut aller à Il l'école. travaille dans des librairies. Et avoir même une librairie. Oui. Un gars qui a tout lu, tous les livres qu'il avait écrits sur l'ésotérisme et qui connaissait tous les auteurs et tous les contenus de livres ésotériques, ne pouvait pas passer à côté de l'information essentielle et d'être dans des conditions pour être branché un jour sur la lumière. Non. Et tout le monde peut le faire. J'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme après. J'ai voulu ouvrir une librairie, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai travaillé dans une librairie pendant un certain nombre d'années, parce qu'il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entrer des livres ésotériques dans la librairie, parce que j'ai reconnu que les livres ésotériques étaient de plus en plus en demande. Et si on m'avait écouté dans la compagnie où j'étais, j'aurais rentré beaucoup plus de livres ésotériques que ceci. Mais déjà, le travail était commencé. Mais vous n'avez pas l'air d'admettre qu'on peut se placer en condition, parce qu'à ce moment-là, il y a toute une différence entre dire aux gens, attendez béatement d'être branchés, parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez pas savoir qui vous rejoint et par quels moyens vous êtes branchés pour devenir des robots. Alors que l'autre situation, c'est dire aux gens, placez-vous dans des conditions. Puis dans la condition dans laquelle vous serez placé, vous ne risquez pas d'être branché par n'importe qui. Vous serez branché par ceux que vous aurez choisis dans la condition où vous vous serez placé pour être branché. Mais c'est ça que les gens font. Les gens font... Ils fondent aussi. Selon leur expérience, selon leur tempérament, leur caractère, leur naïveté. N'oubliez pas que les gens doivent faire leur expérience. Ils font leur expérience à tous les niveaux. Et selon leur expérience, ils se placent, comme vous dites, dans une certaine lumière. Mais ce n'est pas fini. Quand je dis, moi, que la spiritualité, c'est la fin de l'homme ancien, et que dans l'homme nouveau, la spiritualité n'existe plus. Mais c'est une échelle, c'est une étape, c'est une marche qui est nécessaire à l'homme, qui fait partie de cette pulsation intérieure qui le rejoint, parce que qu'est-ce que c'est dans le fond la spiritualité? C'est le plus petit rapport possible qui existe entre l'homme et les intelligences. Mais ce n'est pas encore de l'intelligence. Il y a des gens qui pensaient que la soirée se finissait au chronomètre. Tant pis pour eux. Mais l'homme doit passer du matériel au spirituel à la conscience pure. Parfait. Ça fait partie de l'évolution. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais là où j'accroche plus, c'est de dire aux gens, attendez, ça va vous arriver peut-être un jour. C'est pas ce que je dis aux gens. Je dis pas aux gens d'attendre. Je dis aux gens que les expériences qu'ils vivent font partie de leur expérience. Et que ceux qui doivent vivre le contact avec le supramental, la conscience supramentale, vont le vivre. Ils ne peuvent pas passer à côté parce que déjà, ils ont été préparés. Ils ont été préparés durant cette vie. Ils ont été préparés pendant d'autres vies. Et la fin du cycle est la culmination de leur expérience. Et ce qu'ils vivent aujourd'hui sur le plan de l'expérience, je vais vous donner un exemple. Prenez les gens qui ont tendance à facilement aller en astral. Pourquoi? Ils vont facilement en astral et se détachent facilement parce que la vibration en eux, à cause de leur niveau d'évolution, est suffisamment intense pour qu'ils
Ils sortent. L'esprit a besoin d'un autre espace. Mais ce n'est pas fini. Un jour, ils reconnaîtront que ce n'est pas en astral qu'ils doivent aller, c'est sur un autre plan. Mais en attendant, le fait d'aller en astral amplifie leur expérience spirituelle, et cette amplification-là, elle est bonne parce qu'elle fait partie de leur condition. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voyez pas la différence entre une condition évolutive individuelle et une préconception philosophique ou spirituelle. Il y a une différence. Un homme qui est dans une condition d'évolution, un homme qui est prêt, ne le sait même pas. Un jour vient, il est frappé et la transmutation se fait. Alors la condition de l'évolution, l'homme la réalise lorsqu'il est frappé. Alors il est frappé et il s'aperçoit que pourquoi moi? Pourquoi? C'est la réaction normale de son ego. Mais l'homme qui a une préconception de l'évolution, c'est un homme qui est encore à la recherche de, et peut-être que sa préconception est un support psychologique pour lui pendant quelques années, jusqu'au jour où il sera frappé par cette énergie. Alors, il n'y a pas de problème de recherche. Que les hommes recherchent, c'est normal, ils ne peuvent pas faire autrement. Quand tu boues à l'intérieur sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, tu dois faire quelque chose. L'énergie, elle est canalisée. Mais ce que je dis, c'est que